Dans cet épisode de Mythbuster, des chutes vertigineuses, Ouais! des brasiers explosifs et des voyages historiques de haut vol en fusée. Tout d'abord, Adam et Jamie testent une légende du cinéma. Pourquoi la chute d'une voiture dans le vide finit-elle toujours par un brasier d'enfer? Ça alors? Puis, Grant, Carrie et Tori s'attaquent à une explosion balistique d'un autre temps. Aujourd'hui, technologie des fusées en direct. Il y a 400 ans, le premier homme fusée de l'histoire est-il vraiment monté à 300 mètres dans les airs et s'en est sorti indemne? Ça va, mon bonhomme? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est de la science. et Jamie Heineman. Les choses vont prendre une drôle de tournure. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Grant Imahara C'est mortel. et Tori Belleci. Allumez le feu! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Prêt? Prêt? ils les mettent à l'épreuve. Hier soir, je regardais un film d'action et cette voiture tombe du haut d'une falaise. Toi? Regarder un film? J'ai du mal à l'imaginer. Toujours est-il que cette voiture plonge dans le vide et explose en une boule de feu géante. C'est toujours le cas, non? Alors, je me suis dit qu'on devrait peut-être voir. Si une voiture qui tombe d'une falaise atterrit en une boule explosive. On va s'éclater. Et comment? Ces histoires de chute à dormir debout de Hollywood se terminent toujours par un boom. Mais la plongée du haut d'une falaise avec un réservoir rempli d'essence entraîne-t-elle systématiquement une explosion destructrice? Ou est-ce tout bonnement un trucage de cinéma? Bon, passons au plan. Oui. Tu penses à la même chose que moi? Possible. Mais où trouver une 4 portes en chaîne et 15 kilos de chaîne lubrifiée? Tout faux. Je pense à une voiture, une falaise, et on balance la première du haut de l'autre. Oui, ça devrait marcher. Oui. Comme plan, il n'y a pas plus simple. Ils se dirigent vers la carrière d'Angels Camp, qui pour leur voiture sera littéralement le bout du chemin. Nous voilà de retour dans la carrière d'Angels Camp, ce qui nous évoque de grands souvenirs. Aujourd'hui, nous allons y ajouter un nouveau chapitre, car du haut de la falaise derrière moi, nous allons propulser une voiture dans le vide. On espère qu'elle s'écrasera en flammes en contrebas, façon Hollywood. Voilà leurs victimes et leur technique pour la précipiter dans le vide. Le principe est tout ce qu'il y a de simple. Il faut d'abord démarrer la voiture et la mettre en prise, mais elle n'avance pas parce qu'on bloque la roue arrière avec une cale en bois et le moteur tourne au ralenti. Cale en place. Elle ne bougera que si on lâche cette corde. Je la couperai comme ça. À ce moment-là, Le pied en plomb. appuiera sur l'accélérateur et elle partira. C'est dangereusement simple. Rien ne devrait clocher. Ça ne t'ennuie pas si je vais en bas voir ce qui se passe à l'impact? Pas du tout. Dis-moi quand tu seras en position. Et je mettrai tout en route. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour de bon. Je vais la lancer. Elle va basculer dans le vide. Je me penche à l'intérieur et je démarre. Qu'elle prenne feu ou non, je pense personnellement que cette situation est vraiment exceptionnelle. J'ai démarré. Elle ne prendra pas feu sans un coup de pouce. Jamie, t'es prêt? Adam est prêt. Je suis prêt, vas-y. Jamie est prêt. La voiture est en prise et les cales la retiennent. J'enlève la cale de sécurité. Mais la star, la voiture, est un peu pressée. La voiture est partie. Elle est au bord. Ça y est. Et elle s'arrête. Pas de chance. Elle était à plein régime? Terminé. Non, elle a roulé sur la cale et m'a échappé. Terminé. Voilà le problème. C'était assez nul. Au fait, elle a explosé? La voiture n'a pas, je répète, n'a pas explosé.
Apparemment, elle a démarré prématurément. La voiture est partie. Elle a roulé sur la cale avant qu'Adam ait pu couper la corde qui devait faire tomber le poids qui actionne l'accélérateur. Je ne sais pas pour toi, mais si j'étais le réalisateur de ce film, je dirais... Ce n'est pas assez loin. Elle n'a fait que 15 mètres avant de s'immobiliser. Si on veut qu'une star de cinéma soit projetée dans le vide du haut d'une colline, on doit trouver une autre méthode de propulsion. L'une des devises des Mythbusters est « toujours prêt ». Alors, en piste avec la voiture de secours et la méthode de lancement numéro 2, à l'aide cette fois-ci d'un engin de levage. Comme il ne faut jamais rester sur un échec, nous allons refaire un essai avec cet autre véhicule. Direction bloquée. J'ai hésité à utiliser cette voiture à cause de son levier de vitesse qui ne permet pas de la mettre en prise et d'attendre que je sois prêt à la faire démarrer. Et comme il y avait aussi un autre problème avec les cales, j'ai pensé qu'en la soulevant avec un gros engin de levage, c'est bon, tu peux y aller. On pourrait la démarrer, emballer le moteur, puis la reposer, et elle décollerait. Simple. Je vais démarrer la voiture et la préparer à partir. Jamie met le moteur en route, passe une vitesse et fixe l'accélérateur au métal. À vos marques, prêts? C'est parti! Sans parler de l'explosion, l'accident sera-t-il conforme à ceux du mythe? Et voilà! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois rien d'ici. Spectaculaire. Il y a eu un premier choc. Un tonneau, un choc plus grand, et elle s'est immobilisée à environ 35 mètres plus bas. Elle n'a pas explosé, sinon j'aurais vu de la fumée. Résultat négatif pour l'explosion. La poisse. Dans la réalité, les effets spéciaux sont nuls. Eh oui, malgré la chute parfaite dans le vide, cette cascade de films d'action ne se termine pas par l'explosion de rigueur. Après une petite enquête sur le lieu de l'accident, Jamie en découvre la raison. En regardant le dessous de la voiture, on comprend pourquoi elle n'a pas explosé. Le réservoir est dans la meilleure position possible. Il est protégé par les roues et presque au centre du châssis. S'il était à l'arrière ou à l'avant du véhicule, il aurait subi un choc. Il nous faut quelque chose de plus radical. À ce stade de l'épisode, je dis, ce n'est pas bon pour le mythe. Il va falloir mettre la barre plus haut. Et à ce moment-là, tu dis, il est temps de faire une petite pause. Ok, c'est quoi cet homme fusée? Regardez ces images pendant que je vous raconte l'histoire. D'après le mythe, Lagari Hassan, un Turc ottoman, serait le premier à avoir réussi en 1633 un vol habité en fusée. Il aurait décollé à la verticale et atteint une altitude de 300 mètres avant de s'extraire de l'engin pendant la retombée et redescendre sur Terre grâce à un système d'ailes. C'est le premier homme fusée du monde. Peut-on propulser une cage habitée à 300 mètres au moyen de fusées, puis déployer des sortes d'ailes pour redescendre doucement sur Terre? Ça va être génial. C'est une histoire de missile mystère. En 1633, plusieurs récits hauts en couleur relatent l'expérience d'un homme fusée ottoman qui réalise le premier vol en fusée du monde. Pour savoir si Lagari Hassan est vraiment un pionnier, l'équipe va tester 3 paramètres concrets communs à chaque récit. Est-il vraiment monté à 300 mètres, comme le dit la légende? Les ailes sont-elles une méthode de retombée viable? Et enfin, sa survie est-elle plausible? Il y a beaucoup d'inconnus. La poussée venait-elle d'un seul moteur fusée comme ici, ou de plusieurs fusées comme sur cette image? Il n'y a pas de dessin du système d'ailes. Était-ce de vraies ailes, ou bien une sorte de parachute? Avec toutes ces questions, il faut commencer par le commencement en laissant le retour sur Terre pour plus tard. On va construire des modèles réduits de ces deux engins pour voir lequel vole le mieux et lequel est le plus stable. Ensuite, on construira le meilleur des deux, grandeur nature. D'accord, allons-y.
Le problème avec ce genre de mythe, c'est qu'il n'y a pas de version unique de l'histoire. Donc, pas de plan précis pour fabriquer la fusée. J'ai mes matériaux, mes fusées et mon passager. Et le plus important, mon modèle. Tori va construire sa version d'une demi-cage avec fusées multiples. La première chose que je remarque, c'est qu'il a une moustache. Et moi, je vais construire mon modèle de référence. Une cage fermée, avec un haut conique, propulsé par une seule fusée. Une fois les deux modèles terminés et prêts à effectuer leur premier vol, l'équipe se rend dans les collines, sur la base de lancement idéale. Nous sommes sur l'aire de lancement de missiles 88, dans les Murray Nedlands, qui fait partie de l'aire nationale de loisirs du Golden Gate. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun missile n'a jamais été lancé de cette base. Jusqu'à aujourd'hui. Rampe de lancement. Le but de ce test avec modèle réduit est de savoir quel est le meilleur engin pour le reproduire grandeur nature. Le modèle de Grant est une cage avec un seul moteur. Et moi, une navette à ciel ouvert avec des fusées multiples. Maintenant, on sait par expérience qu'allumer des fusées au même moment est un gros problème. Pour Tori, la solution au problème épineux des lancements simultanés est la poudre noire Ne t'en fais pas, on ne t'oublie pas. et l'allumage à distance. Le cercle de poudre noire enflammée devrait faire démarrer les 7 moteurs en même temps. Tout est branché et paré pour le lancement des fusées multiples. Prêt? Ouais, compte à rebours. C'est parti. 3, 2, 1... C'était géant! Tori est peut-être un peu déçu par son lancement. Il s'attendait à quelque chose de mieux. J'ai une autre fusée avec des moteurs plus puissants. Elle ira peut-être plus haut qu'1,20 m. Une hauteur de vol d'1,20 m est sans aucun doute décevante. Mais Tori a un autre engin balistique en réserve pour rattraper le coup. Il prépare le deuxième lancement et cette fois, les moteurs plus grands de sa fusée ont bien plus de poussée. 3, 2, 1... C'était super! Va les récupérer! De l'eau! On n'a pas d'extincteur! Il faut éteindre le feu! Le plus drôle dans le lancement de Tori, c'est quand on s'est tous mis à courir vers les fusées pour les récupérer et personne n'avait d'extincteur. On était un peu comme les Marx Brothers. Tout va bien. Je ne sais pas lequel je suis. Chico, peut-être? Malgré les mesures de sécurité un tantinet laxistes, la technologie des fusées donne de bons résultats. Le vol vertical a été stable, du moins au départ, et l'altitude atteinte satisfaisante. C'est le critère de base. À présent, Grant va faire sa démonstration balistique. Sa cage à moteur unique fera-t-elle mieux? C'est parti! 3, 2, 1... Fascinant. Pourquoi elle est venue sur nous? Ouais, j'ai bien failli tuer toute l'équipe. Le modèle de Grant semble présenter un grave défaut. Il veut en avoir le cœur net. 3, 2, 1... Même résultat! Bonne nouvelle, la deuxième fusée a accompli les mêmes performances que la première, mais sans essayer de nous tuer cette fois-ci. Malheureusement, il reste les problèmes de stabilité. Oui, et c'est la clé de tout. Un lancement vertical stable est l'aspect le plus important de l'engin. Après tout, le but du jeu est de réussir à propulser notre homme-fusée à 300 mètres dans les airs et sans dommages. On a appris pas mal de choses aujourd'hui. Que l'engin à fusée multiple a quelques problèmes d'allumage et que le rapport poids-poussée est un aspect très important. Oui, et qu'il faut poser des gros ailerons pour empêcher nos vaisseaux de tomber en vrille et s'écraser au sol. Pour rassembler leurs idées, ils retournent dans leur tanière. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Je résume. D'après le mythe, une voiture qui tombe du haut d'une falaise explose en une boule de feu. On a fait 2 essais et ça ne s'est pas produit. Ça se présente mal pour le mythe. Résultat négatif pour l'explosion. La poisse. La question est, faut-il des conditions particulières pour que ça se produise? Malgré 2 voitures bonnes pour la casse et un mythe quasi bidon,
Nos amis n'abandonnent pas. De retour sur le site des explosions, ils veulent savoir quelle est la part de vérité dans les films de Hollywood. Ils explorent ce mythe sous tous ses angles, se demandant si un réservoir non protégé exploserait au moment de l'impact. Tout repose sur le réservoir. Et d'après mon expérience, l'idée qu'un réservoir explose juste comme ça ne me semble pas plausible. Rien n'a pris feu. On a plongé le réservoir dans les flammes et il n'a pas explosé. J'en déduis que la seule façon de provoquer une explosion, ce serait d'écraser le réservoir comme un cafard, pour que l'essence contenue à l'intérieur jaillisse à l'extérieur sous forme d'un nuage de gouttelettes. Et je suis sûr qu'en les allumant, ça donnera une boule de feu. Ils essaient alors de recréer les conditions idéales qui confirmeraient ce mythe. La voiture va atterrir sur un rocher et le réservoir s'écraser, pulvérisant le carburant en un nuage de gouttelettes mortelles. Une grosse boule de feu en puissance. À ce moment-là, l'impact du métal sur la roche va créer une étincelle qui enflammera l'essence. Pour savoir si cet enchaînement va engendrer une boule de feu façon Hollywood, ils ajoutent des allumettes qui provoqueront l'étincelle et laisseront tomber 1 tonne 300, le poids d'une voiture, sur le réservoir. Pareil pour le grand boom, prêt? Je suis prêt. Écrasement du réservoir rempli de carburant. Et de 3, 2, 1. Magnifique! On peut le dire. L'impact disperse l'essence en un nuage volatile et au moment du choc, l'étincelle simulée provoque l'allumage. La scène reproduit parfaitement la conflagration hollywoodienne d'une voiture tombant d'une falaise. Maintenant, quelle sera la suite des événements? Revoyons la scène une fois de plus. Cette boule de feu est incontestablement ce qu'on recherchait. Est-ce qu'on peut provoquer la défaillance du réservoir d'une voiture dans des circonstances réelles? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il ne reste qu'une chose à faire. Attacher une de ces petites choses à l'avant de la voiture et la lancer du haut d'une falaise. Oui, et je suis sûr qu'on l'aura, notre explosion. d'Icare à Léonard de Vinci et jusqu'aux frères Wright, l'action de voler est le triomphe grandissant de l'invention sur la pesanteur. Mais c'est aussi une source intarissable de récits invraisemblables et de prétentions exagérées. La question est, où se situe Lagari Hassan dans l'histoire? Auteur d'un vol imaginaire ou authentique pionnier d'hommes-fusées du XVIIe siècle? Même si ta fusée a fait le meilleur vol, dans l'ensemble, on devrait garder les meilleurs éléments des deux modèles. D'accord. Mais j'hésite à utiliser des fusées multiples. Je suis d'accord avec lui. Ça a marché avec un modèle réduit, mais pour un engin grandeur nature, essayer de faire partir plusieurs fusées en même temps, c'est risqué. Voilà ce qu'on devrait faire. Prendre ce modèle de navette, le moteur fusée unique de son engin, pour construire la fusée finale. Tout à fait d'accord. Bon, il ne reste plus qu'à construire la fusée grandeur nature et y mettre un faux pilote. Pas seulement faux, un faux avec des ailes. La question des ailes est très délicate, parce qu'on n'en a aucune représentation sur nos images. Mais d'après les livres d'histoire, il s'est extrait de la fusée, a déployé une sorte d'aile et a atterri sur Terre sans problème. On a appris dans l'épisode Parachute contre contreplaqué que pour atterrir en toute sécurité, il faut une grande aile. Pas une sorte de parapluie, mais une surface importante. Si Lagari avait la technologie pour construire une fusée, il savait peut-être aussi fabriquer un genre d'aile de planeur, comme celle d'un deltaplane. Tu veux faire du delta? Oui, génial! Oh, je suis enceinte. C'est pas juste, les gars. Le ventre rond de Carrie étant loin d'être aérien et aérodynamique, elle va rester au sol. Nous sommes à Fort Funston, la Mecque des fans de deltaplane. Les garçons vont sauter d'une falaise au nom de la science. Prêt à vous équiper pour le vol? Ouais. Peut-être. Sang-froid et plaisanterie mis à part, l'excursion est un exercice pratique. L'équipe veut savoir si l'aile du mythe aurait pu être une ancienne version de l'aile Delta. Ce qu'on va faire pour ce mythe, on va chercher à faire un genre de test vérité. On met les couches avant ou après le vol en delta? Il vaut mieux les mettre avant.
Dans le mythe, on décrit les ailes. Ça m'insigne? Ça te va bien? On est là pour voir si c'est possible, si c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans notre engin pour simuler cette partie du mythe. Lancer une fusée dans les airs n'est que la moitié du mythe. Oh là là! Incroyable! L'autre moitié, c'est que l'homme fusée portait une sorte d'aile qui l'a ramené sans problème au sol. Grant et Tori vont me rapporter des données pratiques. N'oubliez pas mes données! Ils vont observer tous les aspects, le décollage, le vol, Prends garde, homme fusée, nous voilà! le vol plané et la retombée au sol. Quand ils descendront, ils me donneront tout ce que je dois savoir pour fabriquer une sorte d'aile qui fera atterrir notre homme fusée. Bel atterrissage! C'était complètement dingue. Après le décollage, ma peur a disparu. C'était comme dans un rêve, comme si je flottais. J'avais l'impression de voler. En fait, je volais. Il s'agit de retomber au sol sain et sauf. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'électricité, ni de carburant, ni d'hélice. On descend tout bonnement en vol plané. Il est très possible d'atterrir sans avoir recours à la moindre énergie. Mais je ne vois pas comment un homme fusée peut porter ce genre d'aile et la déployer assez vite pour atterrir indemne. L'inconvénient, c'est qu'il faut une très grande portance. Et pour ça, une surface gigantesque. Sans compter que l'aile devra se déployer à l'apex de la trajectoire de la fusée. J'y crois pas trop. Il faut trouver un autre moyen de faire retomber notre homme fusée au sol sans problème. Quelles sont les conséquences pour le mythe? Si l'équipe est sur le point d'abandonner l'un des 3 critères clés, ce mythe risque de finir en fumée. Grant, Carrie et Tori ont découvert que d'après le mythe, un système d'ailes permettant de redescendre sur Terre en planant est simple comme tout. Mais d'un autre côté, il est impossible de déployer une aile delta grandeur nature du fin fond de la fusée mythique de la taille d'un homme, ce qui signifie... Un énorme système d'ailes est exclu. Mais il y a beaucoup de versions différentes de ce mythe. L'une des variantes fait référence à quelque chose qui ressemblerait plutôt à un parachute. On devrait le faire. Ça pourrait marcher, c'est une bonne idée. Mais notre homme fusée n'est qu'un mannequin. Comment peut-il sauter de la fusée et ouvrir son parachute? D'accord, mais j'aimerais travailler sur un parachute à ouverture automatique. Dans ce cas, passons au modèle grandeur nature. On construit la fusée, on installe le parachute, on va dans le désert et on verra si ça marche. Oui, mais pas dans n'importe quel désert. On a l'autorisation d'utiliser la base de lancement de missiles de White Sands. C'est vrai? Tu veux rire? Super! Je ne veux pas courir le risque d'accoucher dans le désert. Alors, vous commencez à travailler sur la fusée et la navette et moi, je vais m'occuper du parachute. Après, vous emporterez le tout dans le désert. Sans toi? Ça va être géant! Ouais! Pendant que Tori façonnera la navette à ciel ouvert, Grant fabriquera le boîtier du moteur fusée et Carrie s'occupera du parachute à ouverture automatique du pilote. En se partageant les tâches, ils pensent réussir la construction la plus difficile et la plus technique qu'ils aient jamais réalisée. Aujourd'hui, technologie des fusées en direct. Je commence par fabriquer le premier élément crucial de la fusée, la tuyère du moteur. Ça ressemble à une grosse pièce d'acier, ce qui est le cas, mais quand j'aurai terminé, ce sera une cuillère. Pendant que Grant peine sur son tour, Monsieur Bellecci reçoit une livraison. Fais voir. C'est le corps de la fusée! Il a l'air emballé. Oh! Homme fusée! On fait une fusée. Il fait le montage breveté Mythbuster. Pendant que Tori renforce le corps de la navette pour qu'elle résiste à la poussée du moteur et ajoute des ailerons pour la stabilité du vol, Ça commence à ressembler à une fusée. Grant taille de l'acier, moud du graphite et façonne le moteur qu'il remplira de combustible juste avant la mise à feu. Jusqu'ici, Tori a travaillé sur le corps de la fusée, et moi, sur le moteur. Maintenant, on va assembler les deux et définir un plan de montage.
Je vais fabriquer la pièce qui va supporter le moteur. Elle doit être très robuste, parce qu'il ne faudrait pas que le moteur se détache de la fusée. Je vais donc utiliser de l'acier un peu plus épais. Autre chose importante, la position du moteur. Il doit être parfaitement centré et perpendiculaire au sol, parce que le lancement doit être absolument vertical. C'est bon. Maintenant, le corps et le moteur ne font qu'un. La fusée est complète. Il ne manque plus qu'un homme-fusée, un parachute pour le récupérer, et on est prêt. Maintenant, c'est à Carrie de jouer avec ce qui va remplacer l'aile du mythe. Un parachute pour le crash test de notre homme-fusée. Ma boîte est terminée avec le sac à parachute à l'intérieur. Il faut ajouter d'autres éléments pour en faire un système à ouverture automatique. Au-dessus, il y a mon parachute extracteur à ressort. Il faut imprimer une force de 11 kg pour le comprimer totalement. Encore au-dessus, on met un peu de poudre noire entre le parachute extracteur et le couvercle. Les éléments pyrotechniques s'enfilent ici. On les active à l'aide d'un contact électrique relié à des fils. Et en branchant ces fils sur une batterie, on fait sauter le couvercle. Vous avez déjà essayé de fermer un bocal avec un serpent à l'intérieur? Aïe! C'est le genre de truc qui arrive. Le ressort va se détendre et tirer le parachute extracteur, entraînant le parachute normal attaché à notre mannequin, ce qui l'éjectera de la navette. Enfin, ils équipent vite fait bien fait notre homme-fusée de son parachute fait sur mesure. Le compte à rebours jusqu'au compte à rebours commence. Je suis sur les nerfs. Il reste des questions à résoudre. Décollage! Est-ce que le moteur sera assez puissant pour soulever le poids de la fusée et le pilote? Est-ce que la structure de la fusée va lui permettre de monter verticalement? Atterrissage! Et une fois à l'altitude maximale, est-ce que le parachute va se déployer, éjecter l'homme-fusée et le faire atterrir sans problème? Amusez-vous bien. Bon accouchement. Merci. Salut. Au revoir. Adam et Jamie ont découvert qu'une chute du haut d'une falaise ne se termine pas forcément par une explosion. Des modifications s'imposent. À ce stade, on a appris que les réservoirs des voitures étaient installés en lieu sûr. Ça devrait le faire. On comprend bien pourquoi, mais si on veut créer une explosion comme au cinéma, il faut qu'on explose le moteur. Où est-ce que ça se passe? Eh bien, tout se passe là, évidemment. Une solution est d'attacher le réservoir à l'avant de la voiture. Voilà, c'est fait. Parfait. L'étincelle? Je savais que ça te tracassait. On ne lance pas la voiture sur une montagne en silex. On va donc utiliser des allumettes qui s'allument sur n'importe quoi. Le cadeau de Noël mortel. Dans notre cas, on les met là où on veut qu'elles s'enflamment. Une chose est sûre, si ça ne donne pas les résultats du mythe, c'est que ce n'est pas possible. Je suis plutôt optimiste. Ça va marcher. Allons-y. Une fois tout en place, Adam et Jamie prennent leur poste. L'un en haut de la montagne avec la voiture, l'autre à distance dans la vallée pour le spectacle. Et Jamie n'a plus qu'à mettre le moteur en route, sans oublier de desserrer le frein à main et à s'écarter. Dans cette voiture modifiée, le réservoir a bien subi le plus gros de l'impact et s'est enflammé. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Jamie est prêt à se mettre à table. Je dois t'avouer quelque chose. Quoi? J'ai un peu merdé. Comment? C'est ma faute. Il ne faut jamais oublier de desserrer le frein à main avant de lancer une voiture. Oh non! Eh si, La chute n'a pas été aussi vertigineuse que prévu, mais le résultat est positif. La voiture est tombée de la falaise, s'est écrasée et a pris feu. Une fois encore, il n'y a pas eu d'explosion comme celle des effets spéciaux. Pour moi, ce mythe est complètement bidon. oui. On a tout fait pour provoquer une explosion et au bout du compte, on n'a qu'une voiture en feu.
Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus. À part dire mythe bidon. Et pourtant, réussir à faire exploser une voiture... Grant et Tori ont abandonné Carrie pour une destination reculée dans le désert, la base de lancement de White Sands. Tu te rends compte qu'il y a une vraie rampe de lancement pour lancer notre fusée? La base de lancement de White Sands est idéale pour notre expérience parce qu'il y a beaucoup d'espace. C'est dingue. Sortons la bête. Je vais aux toilettes. La base fait 64 km sur 160. Et en plus, c'est un site historique. Derrière moi, c'est la tour de lancement du missile V2, qui a joué un rôle capital dans le développement de la technologie des missiles et des fusées aux États-Unis. Il a permis de prendre les premières images de la courbure de la Terre et a en quelque sorte conduit au programme spatial Apollo, Vive la technologie des fusées. qui a envoyé des hommes dans l'espace. Ce qu'on espère faire aujourd'hui. Bien. Dans l'espace est peut-être un tantinet ambitieux, mais égaler les critères clés du mythe, un lancement à 300 mètres et une retombée sans dommage, sont dans leurs cordes. Là, je suis au point zéro, et c'est de là qu'on va lancer la fusée. La navette est en place, on va installer Buster à l'intérieur avec son système de parachute, et le moteur va en dessous. Pour la sécurité, la fusée doit être légèrement inclinée, pas à la verticale. Et pour ça, on a besoin d'un rail de guidage. Ça, c'est un tube de 3,60 m. Je vais glisser le tube dans ces bagues fixées sur la fusée. Quand j'aurai une inclinaison de 85 degrés, parfait. Je le souderai sur le support. Comme ça, on aura une stabilité d'au moins 3,60 m jusqu'à ce que la fusée se sépare du rail de guidage. Il ne reste plus qu'à graisser le tube et ensuite charger le moteur fusée. Aerojet entre en scène. Avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et le perfectionnement des moteurs fusées à ergols solides ou liquides, ils sont les meilleurs conseillers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont nos deux cartouches de propergol. Le combustible est un mélange de perchlorate d'ammonium, de poudre d'aluminium et d'un caoutchouc synthétique appelé HTPB. C'est ce que je pensais. Ça me va. Et après une brève explication du système d'allumage, L'allumage se fera au moyen de sacs de BKNO3, Grant et Tori se rendent vite compte bore et nitrate de potassium. que ce n'est pas si simple, bien qu'ils aient compris la fin. Ensuite, on branche tout ensemble, on appuie sur le contact et vroom, Buster décolle. On va s'éclater. Si vous vous demandez pourquoi ils n'utilisent pas de poudre noire, explication. On utilise 7 kg de propergol solide, qui sont l'équivalent des 63 kg de poudre noire mentionnés dans le mythe. On aura une combustion de 3,8 secondes, une poussée de 430 kg, avec pour résultat une accélération légèrement inférieure à 2 G, condition nécessaire à la survie. Ils n'ont plus qu'à tout monter et charger. Voilà le plan de montage. On a le boîtier en acier du moteur, les deux cartouches de Carrie se glissent à l'intérieur l'une après l'autre. Au-dessus, il y a l'allumage relié à des fils qui descendent au milieu et à l'extérieur de la tuyère. On recouvre d'une plaque isolante, on pose un joint, puis on boulonne le tout sous le couvercle. On porte l'ensemble vers la fusée. Du calme, c'est cool. C'était juste. On branche les fils et elle est prête à partir. Magnifique. Je suis tout excité. La fusée est sur la rampe de lancement. Le moteur est installé. On n'a plus qu'à habiller Buster, mettre le système de déploiement du parachute en place, le brancher, appuyer sur le bouton et alors... Au revoir, homme fusée. Après un changement de look regrettable, notre homme fusée automatique est dans la peau du personnage. Parfait. Génial. Mais ce ne sont pas ces détails d'époque qui inquiètent Grant. Je note les difficultés dans le compte-rendu historique du vol de l'Agari Hassan. Tout d'abord, les 63 kg de poudre noire qu'il est censé avoir utilisé comme combustible devaient être extrêmement dangereux à manipuler, sans parler de la force explosive. Et les convertir en poussée a dû être très difficile. On y est presque. T'es prêt, homme fusée? De plus, il ne disposait pas de nos matériaux modernes, les alliages en acier, les techniques de fabrication comme la soudure. Il n'avait rien de tout ça. Ceci étant dit, on a donné à notre combustible les mêmes caractéristiques de poussée que celles de la poudre noire qu'il a utilisée. Aussi,
On s'est inspiré de tous les comptes rendus historiques et des dessins pour que notre fusée ait la même forme et ressemble à la sienne. Je vais donner un peu de mou. Si cette fusée ne vole pas, j'aurais du mal à croire que celle de Lagari Hassan a pu voler à son époque. Tu es prête? Prête. Par où? Par là. On s'est demandé si Lagari était capable de faire ça. Mais la vraie question est, pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce qu'il voulait impressionner les dames? Sûrement. Ou bien les autres hommes? Peut-être. Une chose est sûre, ce n'était pas un moyen de transport, mais de la frime. Bonne chance, mec. Si j'étais toi, je garderais mes bras à l'intérieur. Bobby, tiens-toi prêt. Être ici, c'est incroyable. On est sur une base d'essai de missiles avec une vraie équipe de contrôle. Nous sommes prêts pour l'armement final. Voilà les prédictions. Je pense que les soudures du boîtier du moteur vont tenir. On va décoller. Attention à tout le personnel. Dégagez la piste maintenant. Opération Alpha Golf. Le compte commence dans 5 minutes. Je suis sûr que les 3 premiers mètres du vol seront parfaitement à la verticale. Vas-y, arme le système. J'arme le système. Vu la répartition du poids de la fusée, elle fera certainement des culbutes après les 3 premiers mètres. Et c'est justement pour le savoir qu'on est là. Il ne reste plus qu'à activer la manette. Bon, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Elle a décollé! Lancement réussi? Bien sûr, l'homme fusée a fait le vol de sa vie. Mais il y a un hic. La fusée a été hors contrôle bien avant les 300 mètres du mythe. Et l'homme fusée ne s'est pas éjecté pour déployer son parachute. La fusée était sur la rampe de lancement. On a tous couru dans le bunker. Grant a fait le compte à rebours. Carrie a activé la manette. Et la fusée est partie tout droit. Elle a été stable sur environ 30 mètres. Le moteur fonctionnait parfaitement. Et tout d'un coup, elle était hors contrôle. On savait qu'elle allait s'écraser. C'est dingue, allons voir. L'homme fusée a bien été éjecté de la fusée, mais il a touché le sol avant l'ouverture de son parachute. Tous ces dégâts sur la fusée, c'est fou! Il a l'air bien grillé. Ses vêtements ont brûlé. Alors qu'est-ce qu'on décide? Je sais pas, elle a décollé, et elle est quand même montée à 30 mètres. Oui, mais 30 mètres, c'est pas 300. Vrai, et il n'aurait jamais survécu à cet atterrissage. On va ramener le film à l'atelier, le regarder et décider. Ouais, bonne idée. Alors, racontez. C'était génial. Elle a décollé sans problème comme prévu. Elle est montée jusqu'à environ 30 mètres. Et à ce moment-là, tout est allé de travers. Elle a pris feu, a commencé à tomber en vrille, et elle s'est écrasée. Et l'homme fusée? Écrasée et brûlée. Et quand je dis brûlée, je veux dire calcinée. Donc, on n'a pas atteint l'objectif des 300 mètres et notre homme fusée ne s'est pas posé en douceur. Non. Verdict? N'oublie pas qu'on a donné toutes les chances de réussite à ce mythe. Moteur fusée dernier cri de haute performance, matériaux modernes, et on a même remplacé le système d'aile suspect par un parachute actuel. Je pense qu'il faut dire qu'il est bidon. Attends, et tous les comptes rendus historiques? Apparemment, ça a eu lieu. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Prends le rayon de la mort d'Archimède, par exemple. Et il y a tellement d'histoires sur ce mythe qui ne concordent pas. Elle ne s'accorde pas sur la forme de la fusée, sur le nombre de moteurs, sur l'altitude qu'elle a atteinte. On n'a pas assez de preuves. Donc, à moins que quelqu'un déterre des preuves concrètes, on dit que ce mythe est bidon. Bidon. La fusée de Lagari, en matière de répartition du poids et d'aérodynamisme, ne peut pas voler. Bidon. Le mythe selon lequel une voiture qui s'écrase du haut d'une falaise explose systématiquement semble bidon, au vu des 2 premiers tests. Dans la réalité, les effets spéciaux sont nuls. Le réservoir, le centre de ce mythe, est bien protégé sous le châssis pour éviter que cela n'arrive. Même en installant le réservoir à l'avant de la voiture,
il n'y a pas eu d'explosion spectaculaire comme à Hollywood. Ce mythe est complètement bidon. Comme les résultats sont négatifs, il se demande « Mais comment font-ils dans les films ?» Voilà comment je vois les choses. La voiture du héros roule dangereusement sur ce site industriel, que j'adore parce qu'il est post-industriel. Le véhicule devient incontrôlable, se précipite vers ce bord et plonge directement dans les abysses. J'ai besoin d'une rampe ici. Où est ma rampe? La rampe assurera un crash parfait. Et Frank s'occupera de l'explosion. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je veux faire tomber la voiture de la falaise et qu'elle explose en bas. Bon, beaucoup d'essence, un peu d'explosif, et tu auras une belle explosion. Ça me va. Et ce qui lui va, ce sont 4 bidons de 4 litres d'essence chacun, entourés d'un cordon explosif. On va charger la voiture avec les bidons d'essence et le reste. En voilà un. Il y a 2 gars qui mettent les bidons en place. Et voilà. Ils les attachent avec le fil au taquet. Et ils font passer la ligne principale au milieu vers le coffre. Une fois que tout sera en position, on attendra jusqu'à ce qu'on soit prêt. Allons-y et attention. On a déjà cassé 3 voitures, et vous serez d'accord avec moi, la réalité n'est pas aussi fascinante qu'un film d'action. Je suis aussi déçu que vous, mais là, on a notre 4e et dernière voiture, chargée de 4 bidons d'essence, d'explosifs et d'un déclencheur sans fil. Quand elle dévalera ce chemin vers le vide, on déclenchera l'explosion qu'on désire. Mes prédictions? Destruction totale. La destruction totale? Sûrement, mais Monsieur Doyle ne plaisante pas sur l'organisation. Ce sera une destruction contrôlée et minutée. Crash de voiture façon Hollywood. Tout est en place. 3, Dans une seconde, 2, un film d'action hollywoodien, 1. juste devant mes yeux. Ça alors. Scène finale réussie. Adam et Jamie devraient penser à se recycler dans le domaine des effets spéciaux. Ça a marché. La chute a été la plus belle de toutes. La descente en tonneau magnifique. Et l'explosion digne d'Hollywood. Bien joué. Cool. Ce qu'on vient de voir était en fait une explosion. Fenêtre soufflée, grosse boule de feu, génial. Mais comment? Parce qu'on a mis un tas d'explosifs et de l'essence dans la voiture. Autrement, on sait qu'un réservoir ne prend pas feu. Ça brûle dans le réservoir. Parce que son contenu est trop riche, pas assez d'oxygène. Pas d'explosion. Dans une voiture, le seul endroit propice à subir une explosion serait l'intérieur du moteur, dans les cylindres ou autres. Est-ce que ça risque d'arriver? Certainement, mais c'est extrêmement rare. Il faudrait des circonstances particulières. Alors, croire qu'une voiture qui s'écrase au pied d'une falaise explose systématiquement, ce sont des inepties. Laissant les Mythbusters contempler la voiture carbonisée, Joli. il est clair qu'avec les crashs et les explosions, Hollywood a transformé ce qui peut arriver une fois sur 1 million en une réalité banale sur grand écran.